En l'an 301 après J.C., l'empereur romain Dioclétien promulgua l'édit sur les prix maximum, un document colossal de 32 chapitres fixant le prix légal de plus de 1200 biens et services à travers l'empire entier, du blé aux roues de chariot, de la soie au salaire des tailleurs de pierre. La pénalité pour violation de ces contrôles de prix était draconienne, la mort pure et simple, témoignant du désespoir impérial face à une économie en déroute complète. Dioclétien n'émit pas cet édit par tyrannie ou soif de contrôle absolu, mais parce que l'économie romaine s'effondrait littéralement, avec des prix spiralant hors de contrôle, et il croyait sincèrement que les marchands cupides causaient la crise. Il avait tort sur toute la ligne. Les marchands ne causaient pas la crise. Ils y réagissaient simplement, car la vraie catastrophe résidait dans un siècle de dévaluation monétaire systématique pour financer un empire devenu trop coûteux à maintenir. En 301 après J.C., les pièces romaines, autrefois composées à 95% d'argent, n'en contenaient plus que 5%, la monnaie s'effondrait, et les contrôles de prix représentaient la tentative désespérée de Dioclétien pour maintenir le système à flot. Ce fut un échec retentissant. En moins d'une décennie, les contrôles furent abandonnés comme inapplicables. En moins d'un siècle, l'Empire romain d'Occident cessa d'exister, et voici ce qui importe vraiment. Rome ne s'effondra pas à cause des invasions barbares. Ces invasions réussirent parce que Rome était déjà creuse économiquement. Rome devint creuse parce que ses dirigeants ratèrent le point de transition critique où l'Empire bascula de la création de richesses à la simple gestion du déclin, manquant ce moment car Rome paraissait encore toute puissante avec ses armées fortes, ses frontières défendues, et sa monnaie toujours acceptée. Tout semblait normal jusqu'à ce que soudainement plus rien n'aille. Cette apparence de stabilité masquait une érosion profonde et irréversible, incarnant la transition impériale classique de la production vers l'extraction pure. Avançons maintenant au 4 août 1914, date charnière pour comprendre les cycles impériaux. La Grande-Bretagne règne alors en superpuissance mondiale absolue, avec un empire s'étendant sur 13 millions de kilomètres carrés et contrôlant 412 millions de personnes, soit près d'un quart de l'humanité. La livre sterling domine comme monnaie de réserve mondiale incontestée. Londres dicte les flux de capitaux planétaires et les dirigeants britanniques croient leur position inébranlable après plus d'un siècle de domination sans rival sérieux. Leur marine surpasse les deux suivantes combinées, leur empire produit tout du caoutchouc alors, puis la Première Guerre mondiale éclate et en 4 années seulement, la Grande-Bretagne bascule du statut de créancier mondial à celui de débiteur majeur. En 1918, la Grande-Bretagne doit aux États-Unis 7 milliards de dollars, somme colossale équivalent à plus de 100 milliards actuels. Mais voici l'élément crucial rarement compris. La guerre n'a pas créé le déclin britannique, elle l'a simplement révélé au grand jour. La Grande-Bretagne avait déjà dépassé son apogée économique, l'Empire était déjà passé d'une puissance productive à une puissance purement financière, vivant sur ses acquis passés, et la guerre ne fit que rendre cette réalité impossible à ignorer plus longtemps. Les dirigeants britanniques ratèrent le point de transition, pensant que l'Empire demeurait rentable alors qu'il était devenu un coût net insupportable, croyant que leur position financière reposait sur une force actuelle quand elle ne tenait que grâce à l'élan historique accumulé. En 1931, la Grande-Bretagne abandonna l'étalon or en signe de faiblesse monétaire. En 1945, la livre cessa d'être la monnaie de réserve planétaire, et en 1956, la crise de Suez démontra que Londres ne pouvait plus agir sans l'aval de Washington. L'Empire se dissolut non par invasion militaire ni événement catastrophique unique, mais parce qu'ils ratèrent le moment où les fondations économiques de leur pouvoir s'étaient déjà érodées irrémédiablement. Observons maintenant les États-Unis en 2026. Le dollar américain demeure techniquement la monnaie de réserve mondiale. La puissance militaire reste inégalée sur le papier. L'économie figure parmi les plus importantes. Les marchés observent la Fed et les entreprises tech dominent globalement. Tout semble fonctionner normalement. Exactement comme Rome en 280 après J.C., exactement comme la Grande-Bretagne en 1910, mais un schéma récurrent émerge au sommet de chaque empire. Une transition spécifique se produit avant que le déclin ne devienne visible, et cette transition fatale s'est produite aux États-Unis il y a déjà plusieurs décennies. Le schéma historique est invariable. Les empires ne s'effondrent pas en perdant leur puissance apparente, ils s'écroulent en transitant de la création de richesses productives vers la simple extraction de richesses existantes, basculant de l'économie productive vers l'économie purement financiarisée. Le moment que Rome rata fut celui où la production quitta l'Italie pour les provinces périphériques, vidant Rome de sa substance. Le moment que la Grande-Bretagne manqua fut celui où sa production migra vers l'Allemagne industrielle et l'Amérique montante, scellant son destin. Le moment que les États-Unis ratèrent fut celui où leur production s'envola massivement vers l'Asie, pensant que le statut de monnaie de réserve rendait cela acceptable. Erreur stratégique fondamentale, car ce statut résulte de la domination productive. Il n'est pas un substitut. Une fois la domination productive perdue, le statut de monnaie de réserve suit inévitablement. Toujours, sans exception dans l'histoire économique, le meilleur moment pour se préparer était il y a des années,
Le deuxième meilleur moment est maintenant en 2026, avant l'accélération en 2027 et 2028, car l'histoire est absolument claire. Les empires à leur apogée ratent toujours la transition critique, croient toujours que cette fois sera différente, pensent toujours que leur domination est permanente, et ont toujours tort sans exception. Rome l'a pris dans les flammes, la Grande-Bretagne dans la dissolution progressive de son empire mondial, et l'Amérique la prend maintenant sous nos yeux. La seule question est de savoir si vous la prendrez à temps pour vous protéger, ou si vous serez parmi les millions qui réaliseront trop tard que le système auquel ils faisaient confiance reposait sur des fondations érodées il y a des décennies. Nous ne prédisons pas un effondrement futur, nous observons un effondrement en cours. Les données sont publiques, les tendances claires, les précédents historiques exacts, le moment critique déjà raté. Maintenant, nous observons simplement les conséquences se déployer sur une chronologie qui s'accélère dangereusement chaque mois. Dans la perspective française, nous avons notre propre histoire de grandeur impériale perdue. La France de Louis XIV dominait l'Europe comme Rome la Méditerranée, notre empire s'étendait de l'Indochine aux Antilles, et nous aussi ratâmes notre transition en nous accrochant au passé glorieux. Le franc était autrefois monnaie de référence mondiale, aujourd'hui nous partageons l'euro dans une union fragile. Cette expérience du déclin impérial nous rend particulièrement sensibles aux cycles historiques et nous comprenons viscéralement que la grandeur nationale n'est jamais permanente. Les économistes français comme Thomas Piketty ont documenté comment les empires passent de la production à la rente. Cette analyse éclaire parfaitement la situation américaine actuelle où les États-Unis ressemblent de plus en plus à une société rentière vivant d'acquis passés. Exactement le schéma que la France connut au XIXe siècle lors de son déclin relatif en tant qu'Européens. Nous observons le déclin américain avec familiarité, car nous l'avons vécu à travers nos propres empires déchus. Cette perspective nous permet de reconnaître les signes. La zone euro représente notre tentative de maintenir la pertinence économique face à la Chine montante et au déclin américain, mais nos propres défis structurels reflètent ceux de l'Amérique. Dette croissante, désindustrialisation, vieillissement démographique, tout y est dans un parallèle troublant. La France et l'Europe font face aux mêmes forces inexorables érodant les fondations de la puissance américaine, ce qui rend notre analyse particulièrement pertinente car nous avons déjà parcouru ce chemin du déclin impérial. Cette expérience nous confère une lucidité particulière. Nous savons reconnaître les symptômes quand ils apparaissent, et ce que nous voyons aux États-Unis est troublant, c'est un miroir de notre propre histoire impériale. La différence étant que le déclin américain s'accélère plus rapidement grâce au flux de capitaux instantanés mondialisés. Ce qui prit des siècles pour Rome se déroule en décennies pour l'Amérique. La financiarisation américaine rappelle celle de la France d'avant-guerre, quand Paris était centre financier mais perdait sa base industrielle, transition qui affaiblit durablement notre position mondiale. Les États-Unis suivent exactement le même chemin. Wall Street prospère tandis que la ceinture industrielle se dépeuple, dichotomie que la France connut entre Paris florissante et régions industrielles en déclin, résultant en perte progressive d'influence mondiale. En tant qu'analyste français, je vois dans le cas américain un écho presque parfait de notre déclin historique. Même arrogance face aux signes, même conviction que cette fois c'est différent, même foi aveugle dans la permanence de la position dominante. Mais l'histoire ne se répète pas. Elle rime avec constance troublante, et les rimes d'aujourd'hui depuis l'Amérique rappellent trop fidèlement notre propre passé impérial. La France survécut en s'adaptant à un rôle plus modeste, les États-Unis devront faire de même. La transition sera douloureuse pour une nation habituée à l'hégémonie absolue et les conséquences mondiales seront bien plus importantes que celles du déclin français qui n'affecta qu'une partie de l'Europe. Le dollar représente encore 60% des réserves contre 80% il y a 20 ans. Cette érosion progressive reflète parfaitement le déclin britannique entre 1918 et 1945 quand la livre perdit son statut. Exactement comme le dollar le perd face au yuan, la Chine détient déjà plus d'or que les États-Unis officiellement et construit méthodiquement une alternative dollar depuis 2008. Cette stratégie chinoise rappelle celle américaine vis-à-vis de la Grande-Bretagne entre 1914 à 1945 quand l'Amérique construisit patiemment son hégémonie monétaire pendant que la livre s'affaiblissait. Aujourd'hui, la Chine joue le même jeu. Stratégique face à un dollar affaibli par décennies de déficit et impression monétaire massive. Le parallèle historique est frappant dans sa précision. Les banques centrales achètent de l'or à rythme record, plus de 1000 tonnes en 2023 seul, comportement trahissant une perte de confiance profonde dans le dollar, exactement comme elles fuirent la livre dans les années 1930. Mais contrairement à l'époque britannique, cette transition se produit plus rapidement grâce au système de paiement électronique et à la mondialisation financière. Ce qui prit 30 ans pour la livre pourrait prendre seulement 10 à 15 ans pour le dollar dans le contexte actuel accéléré. La vitesse de l'information et des flux de capitaux accélère tout, y compris les transitions hégémoniques entre grandes puissances. En 2024, les BRICS ont annoncé développer leur propre monnaie commune pour contourner le dollar, initiative représentant une menace existentielle à moyen terme.
car les BRICS représentent plus de 40% de la population mondiale et environ 35% du PIB en parité de pouvoir d'achat. Si cette monnaie BRICS réussit dans le commerce international, elle pourrait réduire la demande de dollars de 30-40%, provoquant une dévaluation massive du billet vert, forçant les États-Unis à vivre selon leurs moyens réels, sans le privilège exorbitant de la monnaie de réserve. La France connut cette transition douloureuse après-guerre quand le franc perdit son statut face au dollar. Montant, forçant rigueur budgétaire et discipline économique nécessaire. Les États-Unis devront affronter la même réalité brutale quand le dollar cessera d'être refuge automatique mondial. Perspective terrifiant Washington car signifiant la fin du mode de vie américain financé par endettement illimité sans conséquence, la dette fédérale dépasse 36 000 milliards, soit 120% du PIB. Les intérêts dépassent désormais le budget défense, devenant le premier poste de dépense fédérale. Cette spirale est insoutenable, et tous les économistes le savent, mais personne ne veut déclencher la panique en annonçant publiquement l'évidence de la catastrophe financière américaine. La France aussi avait une dette écrasante après les guerres napoléoniennes. Nous dûmes restructurer et accepter un rôle diminué. Les États-Unis devront faire ce choix douloureux dans la décennie à venir face à l'impossibilité mathématique de poursuivre ainsi indéfiniment. Soit ils restructurent leur dette en la dévaluant par inflation massive, soit ils font défaut partiellement déclenchant une crise mondiale sans précédent. Dans les deux cas, le niveau de vie américain moyen chutera dramatiquement dans les 10 à 15 prochaines années. Cette perspective explique pourquoi tant d'investisseurs institutionnels se tournent vers l'or, métaux précieux, actifs réels et crypto-monnaies. Ils se préparent à un monde où le dollar ne sera plus roi et où la confiance dans les monnaies fiduciaires sera profondément ébranlée. Warren Buffett a récemment liquidé 325 milliards en actions pour accumuler du cash, comportement inhabituel pour cet investisseur légendaire. Ray Dalio avertit depuis des années que nous sommes dans un changement d'ordre mondial similaire aux années 1930 à 1940. Ces voix ne sont pas de prophètes marginaux, mais les investisseurs les plus respectés de l'histoire. Quand ils parlent ainsi, il faut écouter attentivement car leur track record leur confère une crédibilité immense. Et actuellement, ils envoient tous le même message d'avertissement grave. Ils se positionnent pour un changement majeur dans le système économique mondial, un changement qui verra le déclin du dollar et l'émergence d'un nouvel ordre monétaire multipolaire plus fragmenté. La question n'est plus si ce changement aura lieu, mais quand exactement et à quelle vitesse. Et surtout, qui sera préparé financièrement quand cela arrivera, et qui sera pris au dépourvu comme la majorité l'a été lors de chaque grande transition monétaire de l'histoire. Rappelez-vous que quand la livre s'effondra dans les années 30, ceux qui détenaient de l'or préservèrent leur richesse. Ceux qui restèrent en livres virent leur pouvoir d'achat s'évaporer de 30% en quelques années. La même dynamique se reproduira inévitablement avec le dollar quand son statut de réserve mondiale sera finalement perdu. Les détenteurs d'actifs réels préserveront leur richesse face à cette tempête. Tandis que les détenteurs de dollars verront leur épargne fondre dramatiquement, cette leçon historique est claire et n'a jamais été démentie. Dans chaque transition monétaire majeure, les actifs réels surperforment massivement, tandis que les actifs papiers perdent dramatiquement. C'est une constante historique qui se répète avec régularité parfaite depuis l'effondrement de Rome jusqu'à nos jours. En tant qu'économiste formé à la tradition française, je peux affirmer sans hésitation que nous vivons un moment historique comparable à 1914 ou 1971. Ces moments de bascule redéfinissent l'ordre économique mondial pour des générations. Nous sommes au début d'une telle période de transformation profonde, et ceux qui comprennent ces dynamiques auront un avantage décisif sur ceux prisonniers du paradigme de l'hégémonie américaine incontestée. Ce paradigme est révolu à jamais. Nous entrons dans une ère multipolaire où le pouvoir économique sera dispersé entre l'Amérique en déclin, la Chine montante et l'Europe tentant de survivre. Cette transition sera chaotique et imprévisible dans ses détails, mais sa direction générale est claire. Le dollar perdra son statut privilégié au cours des 10 prochaines années, pas du jour au lendemain, mais progressivement, puis soudainement, comme ce fut le cas pour la livre, et les conséquences pour l'économie mondiale seront massives, car, contrairement au déclin britannique, il n'y a pas de successeur unique clair. La Chine n'est pas prête à jouer ce rôle global avec ses propres faiblesses structurelles et démographie déclinante. L'Europe est trop divisée et faible pour aspirer à l'hégémonie. Nous vivrons donc une période de transition prolongée et chaotique, sans leadership mondial clair. Ce qui augmente les risques de conflits et de crises économiques majeures. L'histoire enseigne que ces périodes de transition entre hégémonies sont toujours les plus dangereuses. Les années 1910 à 1945 furent une telle période entre hégémonie britannique et américaine. Ces 35 années virent 2 guerres mondiales et une dépression catastrophique qui faillit détruire le capitalisme. Nous pourrions vivre une période similaire entre 2020 à 2050 avec tous les dangers géopolitiques que cela comporte. La différence étant que cette fois les armes nucléaires existent, rendant un conflit direct entre grandes puissances potentiellement apocalyptique, mais cela n'empêche pas les conflits par procuration ni l'instabilité économique que nous voyons déjà en Ukraine et à Taïwan. Ces théâtres sont symptômes d'une transition hégémonique entre ordre américain moribond, ordre nouveau incertain.
La sagesse pour investisseurs individuels est de se diversifier massivement entre différentes classes d'actifs, devises et juridictions, ne pas mettre tous ses œufs dans le panier du dollar ou même de l'euro, détenir de l'or physique, actions de sociétés productives, immobilier dans juridictions stables, et même une petite allocation en crypto-monnaie comme assurance contre un effondrement total du système fiat. Cette diversification maximale est la seule stratégie rationnelle face à l'incertitude radicale caractérisant notre époque. L'histoire montre que ceux qui se préparent survivent et prospèrent, tandis que ceux restant confiants dans le statu quo souffrent énormément. Cette leçon s'est répétée à Rome, en Grande-Bretagne, en France et ailleurs. Elle se répétera avec l'Amérique dans les années à venir. La seule question est de quel côté vous serez, avec les préparés ou les surpris. Le moment d'agir n'est pas demain, mais aujourd'hui même, car demain il sera peu. Être déjà trop tard, l'accélération des événements s'intensifie chaque mois. Ce qui semblait impossible il y a 5 ans devient probable aujourd'hui. Ce qui semble improbable aujourd'hui sera certain demain. La vitesse du changement dans notre système monétaire mondial s'accélère de manière exponentielle et non linéaire. Ceux qui attendent des preuves définitives avant d'agir découvriront que ces preuves n'arrivent qu'après que l'opportunité est passée, exactement comme lors de chaque crise majeure de l'histoire. Les signes avant-coureurs sont déjà tous là, parfaitement visibles pour qui veut regarder objectivement. Dette insoutenable, désindustrialisation, perte de confiance internationale, fuite vers l'or des banques centrales, émergence de systèmes de paiement alternatifs hors dollar. Tous ces signaux convergent vers la même conclusion inévitable. Le système centré sur le dollar touche à sa fin programmée et un nouvel ordre monétaire émergera des cendres de l'ancien. Ceux qui comprennent cette transition et s'y préparent non seulement survivront, mais prospéreront. Tandis que ceux s'accrochant au passé perdront tout, c'est la loi implacable des grandes transitions historiques sans exception. Choisissez votre camp dès maintenant pendant qu'il est encore temps, car la fenêtre d'opportunité se referme un peu plus chaque jour qui passe. Et bientôt il sera trop tard pour agir efficacement. L'histoire ne pardonne pas à ceux qui hésitent trop longtemps. Elle récompense ceux qui agissent avec décision et clairvoyance, basée sur une compréhension profonde des cycles historiques que nous observons se répéter encore sous nos yeux. Avec une précision qui devrait nous inquiéter profondément, mais surtout nous inciter à l'action immédiate pour protéger ce qui compte. Notre patrimoine, notre famille, notre avenir face à un système s'effondrant inexorablement comme Rome s'effondra, comme la Grande-Bretagne s'effondra. Comme l'Amérique s'effondre aujourd'hui sous le poids de ses contradictions, et comme tous les empires se sont effondrés depuis l'aube de la civilisation, le cycle est éternel, implacable, inévitable dans sa répétition. Seuls les acteurs changent tandis que le script reste identique à travers les millénaires. Nous vivons un chapitre de plus dans cette histoire éternelle, mais contrairement aux générations passées, nous avons l'avantage de connaître l'histoire complète et d'en tirer les leçons appropriées si nous sommes assez sages. Le choix vous appartient entièrement. Personne ne peut le faire à votre place. Mais ne dites pas qu'on ne vous avait pas prévenu quand les conséquences inévitables se manifesteront dans toute leur brutalité et que vous réaliserez que le moment d'agir était maintenant, en 2026, quand les signaux étaient encore clairs et que l'action demeurait possible pour se protéger. L'effondrement du dollar américain n'est pas une question de si, mais de quand, et ce quand se rapproche dangereusement à chaque mesure d'assouplissement quantitatif, à chaque trillion ajouté à la dette, à chaque usine fermée et délocalisée en Asie orientale. La France a appris cette leçon douloureusement au fil de son histoire impériale. La monnaie forte requiert une économie productive forte, pas seulement une armée puissante ou une gloire passée. Quand la production réelle décline, la monnaie suit inévitablement dans un cercle vicieux auto-renforçant. C'est exactement ce que nous observons aux États-Unis depuis Nixon en 1971. Un déclin manufacturier constant compensé temporairement par financiarisation et endettement massif, mais cette compensation atteint maintenant ses limites physiques et mathématiques incontournables selon toutes les données disponibles. Mon expertise en tant qu'analyste économique francophone m'amène à cette conclusion ferme. Nous sommes dans les dernières années du système dollar tel que nous le connaissons depuis Bretton Woods, et la prochaine décennie verra une restructuration fondamentale de l'ordre monétaire international entier. Cette restructuration sera chaotique et douloureuse pour beaucoup, mais offrira aussi des opportunités historiques pour se positionner correctement. L'or physique, les actifs tangibles productifs, et la diversification géographique seront essentielles pour traverser cette tempête qui s'annonce dévastatrice pour les non-préparés. La leçon finale que l'histoire nous enseigne impitoyablement est celle-ci. Les transitions hégémoniques sont inévitables, elles se produisent en cycles prévisibles, et elles sont toujours niées par les contemporains jusqu'au moment où elles deviennent indéniablement évidentes pour tous. À ce moment-là, il est déjà trop tard pour se protéger adéquatement.